Bonjour à tous et à toutes. Stéphane Pardou, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. On est très heureux de vous accueillir. Donc, en quelques mots, moi, je m'appelle Martin Louvel. Je suis président fondateur de Chakari, dont la mission est de prendre soin des professionnels de santé. Et comment on s'y prend? En fait, on souhaite démocratiser l'accès au coaching pour les professionnels du monde de la santé. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir, Stéphane. Vous êtes directeur général adjoint de l'Institut Gustave Roussy, qui est le plus grand centre au niveau européen euh, en termes de cancérologie. Auparavant, j'ai vu que vous avez été diplômé euh, vous avez fait Sciences Po Paris, vous avez été diplômé de l'EHESP qui forme tous les directeurs d'établissement. Vous avez un parcours important dans des fonctions de direction à la PHP. Vous avez ensuite dirigé l'hôpital privé d'Antony, hein, le programme général de santé. Et maintenant, donc, vous équipez ces fonctions. Euh, un grand merci de témoigner à nos côtés, hein. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de faire connaître à la fois les métiers euh, et les expériences de différentes personnes du monde de la santé. Et ensuite, le regard sur une mission qu'on considère euh, d'urgence de santé publique, qui est le prendre soin des professionnels de santé, Hmm. d'autant plus dans le contexte actuel. Donc, juste avant de parler un petit peu plus de votre métier, Stéphane, est-ce que voulez bien nous dire qu'est-ce qui vous a donné envie de vous former pour devenir directeur d'établissement dans la santé? Pour revenir à l'âge. Je n'avais pas prévu forcément de commencer par répondre à cette question. Euh, les directeurs d'hôpitaux en France sont ce que j'appelle des hauts fonctionnaires de terrain. Et Mhm. donc, ce qui m'a amené à vouloir faire ce métier, c'est de porter pendant toute ma carrière et toute ma vie professionnelle une ambition d'intérêt général. Une ambition d'intérêt général, mais pas désincarnée, pas éloignée, pas euh, potentiellement uniquement bureaucratisée, en contact très direct avec une réalité. Et dans ce cadre-là, l'exercice hospitalier était celui qui présentait le plus d'intérêt, puisqu'on est sur une mission d'intérêt général qui n'a pas besoin de décrire, qui n'a même pas besoin de justifier. Par essence même, est une mission peut-être même la plus importante, une des plus importantes dans des sociétés quelles qu'elles soient. Et en même temps, on est sur des administrations, entre guillemets, ou des institutions ou des structures qui ne sont pas très éloignées du modèle entrepreneurial des entreprises. Et d'ailleurs, il y a des établissements de santé qui sont des établissements privés, qui ne sont pas uniquement des administrations, entre guillemets, ou des structures publiques. Et donc, par le métier de directeur d'hôpital, on touchait à cette dimension de l'intérêt général, on touche à cette dimension d'une action concrète. Et par ailleurs, on est dans une logique entrepreneuriale d'investissement humain, d'investissement financier, d'investissement au service de la population qui, finalement est assez proche d'un travail qu'on peut mener que peuvent mener des chefs d'entreprise. Et donc, c'est cette conjonction de ces trois éléments qui m'a amené à souhaiter faire ce métier que je ne regrette pas, qui est un métier difficile, hein. Je ne vais pas faire pleurer nos participants et personne, mais c'est un métier difficile et je vais vous en dire un mot et ça fait le lien avec la question du prendre soin. C'est un métier difficile, c'est un métier exigeant, pas uniquement en période de crise d'ailleurs. C'est un métier particulièrement oui, rugueux, où les rapports sont rugueux. Voilà. Mais c'est en tout cas un métier qui permet si on a envie de faire de l'intérêt général et si on est très attaché au bien public, de la façon qu'on veut, assuré par des entreprises privées ou par des entreprises publiques, si on est soucieux du bien public, c'est un métier qui permet d'y travailler tous les jours. Merci, merci. Donc j'entends le sens, hein, dans ce que vous partagez. Alors, juste avant de revenir sur justement le côté sur le pourquoi et aussi concrètement en quoi consiste ce métier, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'on apprend à l'EHESP. Donc il y a une seule école de Mm. santé publique en France qui est basée à Rennes. Et qu'est-ce qu'on y apprend quand on se forme au métier de directeur d'hôpital? Alors, euh,
On y apprend. Alors d'abord, les profils aujourd'hui des professionnels. Alors effectivement, en France, il y a une spécificité. À l'exception des centres de lutte contre le cancer, les directeurs généraux des hôpitaux, directrices générales, ne sont pas des médecins. Mhm. Le monde se divise en deux catégories. Les pays dans lesquels les médecins, les directeurs généraux des hôpitaux sont des médecins, et les pays dans lesquels les directeurs généraux ne sont pas des médecins. On pourra Quels y sont ces revenir. pays? Quels sont ces pays? Juste pour... C'est très différencié. Il y a beaucoup de pays européens dans lesquels les directeurs d'hôpitaux ne sont pas des médecins. Aux États-Unis, ce sont plutôt des médecins. C'est très varié. En Belgique, ce ne sont pas des médecins. En Italie, ce ne sont pas partout des médecins. C'est Mhm. très différencié. Je crois qu'au final, ça n'est pas un si grand sujet que cela, mais si vous voulez, j'y reviendrai un peu auparavant. Alors, Mhm. D'accord. qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Par ailleurs, les profils des directeurs et directrices d'hôpitaux sont beaucoup plus variés qu'il y a une quinzaine d'années, pour lesquels le chemin pour arriver ou pour être directeur d'hôpital était relativement simple. C'était des formations en droit ou en économie, souvent en droit d'ailleurs, puis éventuellement en sciences politiques, et après le concours de directeur d'hôpital. Aujourd'hui, on a des profils beaucoup plus divers. On a des profils beaucoup plus économiques, beaucoup plus des professionnels issus ou des jeunes issus de carrières plus littéraires, de carrières plus économiques, plus scientifiques. Donc, on a un panel beaucoup plus varié qu'il y a 15 ans, et c'est sans doute une bonne chose, parce que sans doute que le métier de directeur d'hôpital a largement dépassé le sujet du droit et de l'économie. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école de la santé publique? On apprend deux choses de façon globale. On apprend des techniques, une technique de métier, parce que le métier de directeur d'hôpital, c'est quand même avant tout de la technique. Et on apprend à être directeur des ressources humaines, à être directeur des finances hospitalières, à être directeur du patrimoine hospitalier. Donc, on apprend une technicité. Mais on La apprend technicité, surtout, c'est quel sujet? Oui, je vous en prie, oui. oui, pardon, on apprend une technicité du Mhm. budget hospitalier, des ressources humaines, du statut de la fonction publique, des questions patrimoniales dans les hôpitaux, de la gouvernance hospitalière. Mais on apprend, et sans doute que c'est la deuxième chose la plus importante qui fait la spécificité, on apprend qu'un hôpital, ça n'est pas une administration, ça n'est pas une structure, c'est peut-être là, enfin je parle pour l'hôpital public n'est pas une administration. On apprend que l'hôpital est avant tout un objet particulier, porteur d'une mission particulière autour de la santé publique, et qui est un corps social, un corps collectif extrêmement complexe, dans lequel la sociologie des organisations, la psychologie des organisations tient une très grande place, très très grande place. Et on apprend une troisième chose, mais qui va dans le même package, qui est qu'un directeur d'hôpital, finalement, il cumule une fonction entrepreneuriale, une fonction d'intérêt général, de garant de l'intérêt général, et une fonction d'animateur de réflexion médicale, de santé publique, territoriale. Et on apprend que si on veut être un directeur d'hôpital ou une directrice d'hôpital relativement efficace, il faut combiner en permanence toutes ces dimensions. Et que un directeur d'hôpital aujourd'hui, je parle des chefs d'établissement, ce n'est pas un directeur financier, ce n'est pas un directeur des ressources humaines, c'est quelqu'un qui doit arriver à combiner toutes ces dimensions. Et puis on apprend, et ça fait le lien avec la question que vous avez posée tout à l'heure, Martin, on apprend qu'en fait, un directeur d'hôpital, contrairement à ce qu'on a entendu, ça ne dirige pas tout seul. Et là-dessus, il faut lever un malentendu qui finalement a été un peu institué par un ancien président de la République qui, quand il a fait une réforme de la gouvernance à l'hôpital, a dit il faut un patron à l'hôpital. Donc Nicolas Sarkozy, le président Sarkozy, quand il fait une grande réforme de la gouvernance hospitalière, dit il faut un patron à l'hôpital. Et il modifie quelque peu la loi pour clarifier ou simplifier les chaînes de gouvernance. Et là-dessus, certains ont pensé que ça revenait à donner tout pouvoir aux directeurs d'hôpitaux. Mais ce n'est pas du tout le cas sur le terrain. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la gouvernance hospitalière, elle est totalement partagée entre les directions médicales, donc les présidents des docteurs, mais également les représentants du personnel, et les élus qui sont autour de l'hôpital. Et comme je le dis souvent, un directeur d'hôpital, directrice, c'est pareil, quand je dis directeur, c'est un terme générique, hein, je ne pratique Mhm. pas le phrasé inclusif à chaque fois. Euh, Quand un directeur d'hôpital se fâche par mes aventures avec
ses leaders médicaux, mais il ne peut plus diriger son hôpital. Absolument, il doit travailler en permanence de Et concert oui, et donc finalement, avec la la question direction de est-ce médicale. qu'il faut un médecin directeur, un directeur pas médecin, elle est finalement très. Je ne trouve pas que ce soit le bon sujet. Le bon sujet, c'est qu'il faut porter l'intérêt général et être capable de s'extraire des situations individuelles, comment dire, oui, des clans qui peuvent exister dans les hôpitaux, puisque j'y reviendrai tout à l'heure dans le prendre soin, c'est quand même un sujet, des tensions qui peuvent exister. Il doit surtout, avant toute chose, prendre de la hauteur pour porter une vision qui dépasse même celle de l'hôpital. Et c'est sans doute une des évolutions importantes de l'hôpital, c'est qu'ils deviennent encore plus acteurs de santé publique. Donc voilà ce qu'on apprend à l'école de la santé publique, et voilà la façon dont moi j'essaye d'exercer mon métier. J'ai toujours dit à mes équipes de direction, partout où j'étais, que ce soit quand j'ai dirigé l'hôpital privé d'Antony, même les 2 hôpitaux publics dans le Val-de-Marne, à Créteil, à Villeneuve-Saint-Georges, avant à la PHP, aujourd'hui à Gustave-Roussy, j'ai toujours dit, le jour où un directeur d'hôpital perd la légitimité de l'intérêt général, il n'est plus en situation d'exercer sereinement sa fonction. Le marqueur, c'est celui de porter la vision d'intérêt général et d'essayer en permanence de faire prévaloir cette vision collective sur des visions individuelles. L'intérêt général, bien sûr, au service du soin, au service des patients, au service de toute l'animation de cet écosystème dont vous avez parlé. Alors, justement, si on vient de manière un peu plus concrète sur vos fonctions à l'Institut Gustave-Roussy, qu'est-ce que c'est que diriger un établissement de cette taille, hein, qui est un centre de référence au niveau européen? En quoi ça consiste, hein, si vous devez dépeindre un petit peu votre quotidien? Alors, diriger un hôpital, diriger Gustave-Roussy comme diriger un autre, n'importe quel établissement de santé, ça a des traits communs. Alors, je vais d'abord parler de la particularité de Gustave-Roussy. La particularité de Gustave-Roussy, c'est son rayonnement international lié à sa place particulière dans le système de soins français. Ce qui amène, quand on est dirigeant à Gustave-Roussy, à avoir 2 missions complémentaires qui n'existent peut-être pas autant dans les autres établissements de santé, qui sont porter une dimension internationale de Gustave-Roussy et donc animer une stratégie internationale de positionnement dans d'autres pays, de recrutement de patients dans d'autres pays. C'est une de mes missions, de nouer des partenariats avec des organismes payeurs dans d'autres hôpitaux, dans d'autres pays, avec d'autres hôpitaux. Je pense à la Tunisie, je pense à l'Algérie, je pense au Moyen-Orient, je pense à l'Europe de l'Est. Et ça, c'est une particularité de Gustave-Roussy, qui est un élément, un acteur du soft power à la France, du soft power français, dont je ne trahis rien, mais nous avons des discussions avec certains pays sous l'égide de la diplomatie française pour porter une ambition de la médecine française comme médecine de référence pour certains pays. Donc ça, c'est une spécificité. La deuxième spécificité d'être dirigeant à Gustave-Roussy, c'est la dimension recherche, qui est que Gustave-Roussy est un centre de soins, mais c'est aussi un centre international de recherche. Et donc, il y a toute une réflexion que le directeur général adjoint porte avec le directeur de la recherche de Gustave-Roussy, qui est un oncologue de renom, et pour lequel on réfléchit à la façon dont on monte des nouveaux programmes médico-scientifiques, des nouveaux projets de développement sur l'immunothérapie, sur la vie après le cancer, sur le meilleur dépistage, sur le dépistage ciblé, sur la médecine de précision, sur la pédiatrie, etc., etc. Ça, c'est la spécificité. Ce qui est commun dans le métier de directeur d'hôpital, qu'on soit ici à Gustave-Roussy ou ailleurs, c'est de faire en sorte que l'organisation collective, soignante, et donc le fonctionnement des équipes de soins permettent de garantir une qualité de prise en charge et une efficience de prise en charge. Les deux vont toujours ensemble pour moi, la qualité et l'efficience. Pour moi, ce n'est pas un gros mot. L'efficacité économique, pour moi, ce n'est pas un gros mot dans le monde de la santé. Donc, le métier de directeur d'hôpital, c'est de faire en sorte que l'organisation des équipes, les processus de recrutement pour avoir toujours des équipes en nombre, la politique de valorisation financière, de grille salariale, soit cohérente soit positive pour être tout à la fois attractive, pour nous permettre d'avoir des professionnels de qualité, en nombre, fidèles, et en même temps compatibles avec les exigences économiques. Donc finalement, le métier de directeur d'hôpital, c'est d'ordonner un certain nombre de sujets, de ressources humaines, de finances, de patrimoine, d'infrastructures, pour faire en sorte qu'on délivre des soins de qualité à un niveau économique acceptable dans un cadre donné, puisque la particularité des hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, c'est qu'ils ont une autonomie budgétaire,
un fonctionnement budgétaire propre à eux, qu'ils rendent des comptes chaque année sur leur situation économique, soit à leur conseil d'administration, soit dans le cadre des établissements privés à leurs actionnaires, soit dans le cadre des établissements privés participant au service public comme Gustave Roussy, à un conseil d'administration, à une fondation, à des gens qui soutiennent. En tout cas, il y a cette exigence d'être dans un cadre de fonctionnement pérenne. On parle du développement durable. Le développement durable, ça passe aussi par un système soutenable économiquement. Et j'ai coutume de dire que les établissements, et j'ai quelques exemples en tête, les établissements bien gérés sont très souvent des établissements qualitatifs. Les établissements les plus qualitatifs de France ne sont pas du tout des établissements à gabegie économique. Ce sont des établissements, au contraire, qui pratiquent une certaine rigueur au bon sens du terme budgétaire qui leur permet d'enclencher un cercle vertueux. Qui dit recette, qui dit bonne image dit activité, qui dit activité dit recette, qui dit recette dit capacité à dépenser, qui dit capacité à dépenser dit possibilité d'embaucher plus, d'embaucher mieux, de rémunérer de façon plus importante, d'avoir plus d'effectifs, etc., etc. Et donc, il y a un schéma vertueux de la gestion durable qui permet qui doit permettre, c'est un schéma un peu théorique, qui peut vous sembler un peu théorique, mais qui n'est pas tant que ça, qui doit permettre d'enclencher une amélioration dans le fonctionnement. Alors merci, justement, ça fait une transition sur le sujet du prendre soin des professionnels de santé parce que justement, comment on arrive à créer ce cercle vertueux dont vous avez parlé avec ce souci, hein, qui est aussi un souci d'intérêt général finalement, parce que le constat, c'est que voilà, il y a quand même euh, euh, et ça, c'est encore amplifié par la crise actuelle du Covid. Il y a eu beaucoup de démissions, il y a beaucoup d'absentéisme, beaucoup de difficultés sur le terrain. Et donc, comment justement arriver à créer ces conditions favorables quand on dirige un établissement sur le prendre soin des professionnels de santé? Alors, d'abord, très rapidement, il faut accepter l'idée qui n'était pas forcément au cœur des réflexions et qui pourtant doit désormais l'être. Il faut accepter l'idée que le monde hospitalier, qu'il soit public ou privé, est un monde dur, violent, violent émotionnellement à titre individuel et violent dans les relations humaines. Tous ceux qui pensent que le monde de l'hôpital est un monde doux, aseptisé, se trompent. C'est un monde professionnel. Pardon? Qu'est-ce qui est violent dans ce monde-là? Parce que justement, c'est un point que je voulais... Ce qui est violent, d'abord, c'est le fait que les rapports... Alors, donc, juste, je réponds à votre question, Martin, je termine juste une seconde. Il faut accepter l'idée que c'est un monde violent, enfin, violent est peut-être un peu excessif, c'est un monde dur, rugueux, dans lequel les questions de management sont finalement arrivées très tard. Les questions de métier, de pratique de métier, l'ont toujours emporté, jusqu'à il y a finalement pas si longtemps que ça, sur les questions de management. Et donc, ce monde dur émotionnellement, où l'on côtoie tous les jours, à quelque poste qu'on soit, bien évidemment, de façon chaque minute quand on est soignant, finalement, ce monde de l'émotion permanente ne peut pas être sans effet sur la psychologie de chacun. Et donc, il amène forcément une sensibilité aux situations qui est sans doute plus importante qu'ailleurs. Et par ailleurs, et c'est le paradoxe, c'est que bien que ce soit un monde d'une hypersensibilité, si vous me passez cette expression, et ce qui est bien, c'est un monde dans lequel cette question-là a finalement été traitée très tardivement. Dans les études médicales, aujourd'hui, les managers hospitaliers, qui sont-ils? Des médecins formés à leur métier, dans lequel la question du management est arrivée, allez, il y a 10 ans, pas avant. Qui sont les... Quand vous dites question du management, est-ce que vous pouvez préciser sur quel... Oui, question de... pour tous ceux, je ne sais pas si dans nos participants, il y a des gens qui font du management, mais sans doute, tout le monde sait que faire du management, ce n'est pas du tout comme traiter scientifiquement une maladie ou traiter scientifiquement un problème budgétaire.
C'est-à-dire gérer une équipe. Gérer des humains, gérer des tensions d'équipe, gérer des difficultés psychologiques, des difficultés humaines, gérer des tensions. Et finalement, c'est un monde dans lequel le management est resté pendant très longtemps un management issu de la compétence métier. Tu devenais chef de service ou tu deviens encore chef de service parce que tu es le meilleur médicalement. Mais ça ne fait pas un grand manager. Et idem pour l'encadrement soignant. On est un domaine dans lequel l'encadrement, finalement, il n'est pas, comment dire, il faut savoir que les encadrants des équipes de soins sont des infirmiers ou des infirmières qui ont décidé d'être encadrants. Mais c'est quoi leur formation de base? C'est la maîtrise de ce merveilleux métier qui est le métier d'infirmier, où on a parmi les meilleurs professionnels du monde en France par la qualité de notre formation. Mais à nouveau, ça ne fait pas des grands managers. Et vous me demandez si à l'école des directeurs, on apprend beaucoup de management. J'en suis parti malheureusement il y a quelques années maintenant, mais je ne suis pas sûr, en tout cas de l'époque où j'y étais, ce n'était clairement pas le sujet central. Et donc, là où on est dans un monde extrêmement dur, rugueux, émotionnel, finalement, on a parmi été les derniers à s'occuper de ces sujets-là. Et puis, le deuxième point qui fait que ce sujet est encore plus d'actualité, c'est qu'il faut également accepter l'idée que le monde hospitalier est en pleine restructuration. Pourquoi il est en pleine restructuration? Parce que la médecine change, parce qu'on a moins besoin de lits, hors une pandémie, mais mettons une pandémie de côté. Parce que la vérité, c'est qu'on a moins besoin de lits, c'est qu'on a plus besoin de blocs opératoires, plus besoin de services ambulatoires, mais que l'enjeu, c'est justement qu'on dorme moins souvent à l'hôpital, qu'on y aille comme dans un, pardonnez-moi l'expression, un hub, un grand supermarché, on vient y prendre des soins dans la journée, on repart. Et ça questionne tout le modèle hospitalier. Et donc, oui, le monde hospitalier, on lui a demandé ces 15 dernières années de complètement changer ses fondamentaux, d'être moins un lieu d'hébergement et plus un lieu où ça va vite. Mais ça, c'est les Français qui le demandent. Qu'est-ce qu'ils préfèrent les Français? Faire une prothèse totale de hanche en 25 jours, comme je l'ai connu dans mon premier stage d'aide-soignant hospitalier, ou faire une prothèse totale de hanche le matin et rentrer chez soi le soir? Ils ont choisi. Ils préfèrent rentrer chez eux le soir. Et donc, sur un monde où finalement la question managériale n'était pas la première, on est venu se greffer une extraordinaire transformation hospitalière qui a pu être jugée brutale parce que très rapide, soumis en même temps à des contraintes économiques liées à l'équilibre général des finances publiques. Et donc finalement, c'est tout ça qui s'est cumulé et qui a amené une tension hospitalière. Mais du coup, il faut accepter ce diagnostic qui est qu'on était en retard sur les questions de qualité du management et qu'on était, alors qu'on s'est retrouvé dans un monde où cette question du management doit être centrale pour accepter les processus de restructuration et d'évolution. Voilà. Ça bouge, on voit que ça bouge parce qu'il y a des initiatives innovantes qui se mettent en place. On parle du management participatif impulsé par le docteur Colomba, sur lequel d'ailleurs on a un blog dans notre site internet. On parle du CH de Valenciennes avec un management très décentralisé. Est-ce que vous pouvez justement nous illustrer ce que vous avez pu mettre en place au sein de l'Institut Gustave Roussy pour accompagner le développement du management et si vous avez un message aussi à faire porter à la communauté des directeurs d'établissement, des soignants là-dessus, comment justement? Alors, à Gustave Roussy, ça fait partie des établissements qui se sont intéressés depuis très longtemps à cette question du management avec un fonctionnement assez présent au niveau des équipes. Mais je pense que ce qui manque encore beaucoup et ce qui doit être généralisé, c'est la formation et l'acceptation, et le fait d'intégrer dans les études initiales ou dès la prise de responsabilité importante, si on ne l'a pas fait dans les études initiales, un travail sur c'est quoi le management. Ça, aujourd'hui, il faut savoir que ça n'est pas généralisé. Vous pouvez être médecin hospitalier, cadre hospitalier, prendre des fonctions de responsabilité. Vous allez encadrer 250, 300, 350 médecins, 350 personnes, 400, sans jamais avoir réfléchi une seconde à ce qu'était le management. Et je pense qu'une généralisation, et c'est, je crois, dans le Ségur de la santé, il me semble qu'il y a des éléments là-dessus sur la généralisation de l'aide au management. Je pense qu'il y a nécessité d'intégrer cette question managériale à chaque étape. Et donc, moi, je milite fortement, pour que toute prise de poste, et je l'avais mis en place dans mes précédents hôpitaux, que ce soit à Créteil ou c'est déjà le cas à Gustave Roussy, où finalement, toute prise de poste importante doit être accompagnée d'un processus d'accompagnement managérial, de coaching.
J'ai lu l'autre jour dans un article qui ne concernait pas le monde de la santé qu'un grand patron américain qui dirige une grande chaîne d'hypermarchés, un Français, avait mis en place un coaching permanent pour tous ses membres de son comité de direction. Permanent. Je ne sais pas si c'est la bonne option. En tout cas, ça m'a vraiment attiré l'œil et l'oreille en me disant, mais sans doute que pour nous, hospitaliers, on devrait avoir en permanence à disposition des outils managériaux de cet ordre pour nous permettre qu'on doit mobiliser en temps de non-crise comme en temps de crise. Moi, je pense que c'est indispensable et que ça doit surtout être généralisé dans les formations. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer qu'un médecin prenne la responsabilité d'une équipe sans qu'on l'ait questionné sur son modèle managérial. Je pense que c'est absolument indispensable. Et donc, à Gustave Roussy, on a toute une forme de dispositif, des groupes de prise de fonction, des actions managériales de prise de fonction, des actions managériales en cas de crise, des actions managériales de gestion du stress, etc., de travail collectif. Il faut pouvoir avoir tous les outils disponibles de façon à pouvoir les dégainer assez rapidement. Et j'insiste, les dégainer de façon souple. C'est-à-dire, pardonnez-moi, excusez-moi, je n'avais pas coupé mon téléphone. Je ne crois pas à je ne crois pas forcément. Enfin, je crois à toutes sortes de formations, y compris la formation minute, flash, rapide, ponctuelle, qui ne dit pas tout, mais qui peut débloquer ou donner des clés ou donner des astuces, des choses répétitives qui aident à démêler des situations ou à se sentir plus à l'aise avec ses fonctions managériales. Donc, moi, je suis un grand adepte du coaching managérial pour l'ensemble des cadres dirigeants et même des cadres des encadrants. Je pense que se questionner dans un monde qui a fait de la psychologie et du questionnement intime une des valeurs, désormais, peut-être même de façon excessive, il n'empêche que je pense que c'est important qu'on puisse offrir à nos managers, voire même leur imposer, le fait de s'introspecter, de se dire, bon là, je fais ça, mais comment c'est perçu, comment c'est ressenti. Et beaucoup d'entreprises l'ont fait avant le monde de la santé et avec une assez grande efficacité. Le deuxième point, c'est que si on veut essayer de travailler sur cette rugosité du monde hospitalier, cette dureté, il faut peut-être aussi réfléchir, et à nouveau, c'est dans le Ségur de la santé, et moi je m'en félicite, sur des mécanismes d'intéressement collectif. Il y a des questions salariales dans le prendre soin individuel, bien sûr. Il y a des questions d'évolution de carrière. En Île-de-France, il y a des questions de logement, de transport. Donc, dans le prendre soin, il y a l'organisation des horaires. Il y a le fait que quand on est en Île-de-France, faire des horaires plus allongés dans les journées, mais venir moins souvent travailler à l'hôpital, c'est sans doute préférable. Tout ça, c'est ce que j'appelle des organisations au service d'une meilleure qualité des soins. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'intéressement collectif, de façon à ce que les collectifs de soins soient toujours des collectifs en mouvement pour des projets bienveillants. Et moi, je suis très attaché, et je l'avais mis en place dans un précédent hôpital, alors même que la loi ne le permettait pas forcément, à de l'intéressement généralisé, comme ça existe dans des entreprises. Il faut savoir que les hôpitaux aujourd'hui, un hôpital public qui fait du bénéfice, qui est en excédent budgétaire, cet excédent budgétaire, il ne peut pas le réinjecter sur ses professionnels. Cet excédent budgétaire, il lui sert à investir. Mais il ne peut pas décider de dire, cette année, voilà, il y a un enjeu collectif, on reverse un excédent collectivement. Ça, c'est interdit. Demain, ça va être possible grâce au Ségur de la santé, grâce aux mesures. Ça, c'est quelque chose qui participe d'un état d'esprit collectif et d'une dynamique collective. Donc aujourd'hui, il y a un texte qui est paru il y a peu de temps de ça, qui permet l'intéressement collectif dans les établissements publics de santé. Je ne dis pas que c'est l'unique solution. Je dis que tout ça participe d'un état d'esprit, d'une vision collective, qui nous permet aussi de sortir des simples revendications salariales, dont je ne dis pas qu'elles ne sont pas légitimes, mais dont on voit bien qu'elles pourraient être une course sans fin, une course à l'échalote sans fin, puisqu'on est finalement toujours mal payé. Finalement, nous tous, on est toujours mal payés, et c'est le principe de la nature humaine, on a toujours envie de progresser. Donc voilà, on est toujours mal payé. Et donc je ne suis pas sûr que la réponse salariale réponde finalement à la situation du collectif. Et d'ailleurs, on le voit dans cette période-là, alors que le gouvernement a fait des revalorisations salariales comme il n'y avait pas eu depuis très longtemps.
qui sont visibles, qui ont été versées, qui commencent à être versées. On est en situation de tension dans tous les hôpitaux de France, pas tellement par des démissions, mais par de l'absentéisme. Alors, certes, la situation est particulièrement exceptionnelle, parce qu'il y a une pandémie avec une très grande pression mentale par ailleurs, au-delà de l'hôpital. Mais on voit bien que c'est un élément de réponse, mais sans doute qu'il y a autre chose à redonner comme élément de réponse. Merci, hein, je vous rejoins beaucoup sur la, la, la dureté hein, du monde de l'hôpital. Et une des raisons que je vois cela aussi, en fait, pour apporter un regard extérieur, c'est justement peut-être le fait de voir un certain cloisonnement entre le pouvoir médical, paramédical, administratif et même politique, avec parfois des intérêts divergents. Et donc, je trouve que cette réflexion sur l'intéressement est très, très saine pour aligner sur cette notion d'intérêt général, à la fois en termes de qualité des soins et aussi d'efficacité budgétaire, parce qu'on le sait bien sûr, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen justement de supporter, de développer, d'investir pour le futur. Alors je vois qu'il y a déjà une question qui nous est posée hein, sur y a-t-il des données sur la différence entre le profil des managers médicaux et paramédicaux en France? Je pense que cette question, voilà. Alors, pour répondre à cette question, je ne sais pas ce que la personne n'entendait pas par données. Ce qui est sûr, c'est qu'en France aujourd'hui, les managers médicaux et paramédicaux sont tous issus du rang de leur métier. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'école qui forme, c'est-à-dire que vous n'avez jamais dans aucun service de soins français un manager qui n'est pas lui-même soit une ancienne infirmière, soit un ancien médecin, souvent du service. Donc, après voilà, tous les managers des structures de soins, à la différence de ce qui peut exister dans d'autres secteurs où les managers ne sont pas forcément des experts du métier, finalement, tous les managers des hôpitaux publics ou privés sont avant tout issus du métier, ce qui certes amène une légitimité très forte, ce qui en revanche peut poser, si justement le travail d'accompagnement managérial n'est pas suffisamment fait, peut amener des difficultés de fonctionnement. Alors ça, c'est intéressant ce que vous mentionnez parce que c'est quelque chose d'assez français, j'ai envie de dire, hein, de se dire la personne qui est excellente en termes d'expertise va être promue managériale, voilà, va Oui. promotion managériale. Et en fait, c'est pas toujours le meilleur expert qui est le meilleur manager. Et on a même des témoignages comme quoi c'est parfois mettre en difficulté et en situation d'échec des personnes que de les promouvoir hein, quand on ne l'accompagne pas sur le plan managérial ou en termes de formation, de coaching et de dispositifs innovants. Alors justement aussi comment arriver à créer cette adhésion autour de cela, parce que j'imagine qu'il y a une certaine réticence, hein, notamment par certains corps un peu traditionnels sur les bienfaits du coaching. Alors qu'est-ce que vu que c'est une science très humaine et que j'ai peu, dans mon expérience, j'ai peu vu de réticence. Les rares fois où j'ai vu de la réticence à utiliser ce type d'outils, c'est face à des professionnels qui étaient en situation, je vais employer un mot assez dur, mais j'ai l'habitude, j'aime pas les choses qui n'ont pas de vérité des mots, des gens qui étaient dans des situations pathologiques, où l'on sortait du professionnel. Tous ceux qui ont refusé, que j'ai vu refuser, se cabrer devant l'exercice de l'introspection professionnelle, étaient des gens dont finalement, avec du recul, étaient des professionnels dans lesquels finalement on voyait qu'il y avait d'autres sujets que le professionnel qu'il fallait travailler et attraper. Une très grande paranoïa, une très grande peur de l'autre, et des choses qui finalement le coaching n'aurait pas réussi à attraper. Le deuxième critère, c'est que je pense, et c'est en ça que je suis favorable à des politiques institutionnalisées de coaching, je crois qu'il faut toujours essayer d'attraper le coaching en situation de paix et pas en situation de guerre, si vous me passez cette expression un peu rapide, en situation de paix. Et quand on est en situation de paix avec soi-même, avec son poste, qu'on n'est pas en tout cas dans une espèce de drame tellurique, finalement, le coaching est un moment
qui vient renforcer, qui vient donner un petit coup de booster. Et donc, c'est la responsabilité du manager que de savoir que ces outils-là existent et de ne pas y avoir recours uniquement quand il sent que la situation est en train de lui échapper. Il faut y avoir recours finalement au moment où on est en possession plutôt correcte de la situation et en ayant un manager bienveillant qui vous dit tu es en pleine possession, tout va bien, mais il y a ça qui pour l'étape d'après, il faut travailler. Et ça, je pense que du coup, il faut que les managers aient conscience que cet outil, il faut donner à tous les managers la possibilité d'utiliser cet outil et sans doute avoir recours à plein d'outils différents, plein de fonctionnalités différentes, plein de boîtes à outils différentes, et en permanence, dans chaque moment d'évaluation, de travail, dire, mais là, est-ce que ce n'est pas le moment est-ce qu'il ne faudrait pas travailler de ça? Je comprends bien la philosophie. Finalement, c'est un petit peu de la même manière que la médecine est en train d'évoluer vers un chemin plus préventif, de se dire, soyons aussi préventifs dans la manière dont on accompagne des encadrants, hein, donnons-leur des outils pour bien manager, pour bien coacher, pour qu'ils puissent maintenir la cohésion des équipes, révéler le meilleur de leurs équipes, être véritablement au service de leurs équipes plutôt que gérer dans ces situations d'urgence où il y a déjà trop de tension, il y a déjà trop d'absentéisme, de burn-out, où là, les dispositifs a posteriori sont moins efficaces. Je vois qu'il y a une question de Séverine qui nous pose la question de quelle différence managériale avez-vous observé entre hôpitaux publics et privés? Alors, il y a d'abord une différence assez forte. Alors, je vais pas répondre. Bon, je vais répondre à la question. Je vais d'abord faire une incidente. Il y a une différence de fond entre les hôpitaux publics et les hôpitaux privés. Il y a un élément qui facilite l'alignement managérial dans les hôpitaux privés. S'il y en a qui y travaillent, ils vont peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais c'est l'alignement par le chiffre d'affaires. À l'hôpital privé, en tout cas, je parle pour le corps médical, l'hôpital privé est intéressé au chiffre d'affaires des hôpitaux publics, puisque dans le modèle des financements privés, les honoraires des médecins sont à part du chiffre d'affaires de l'hôpital. C'est-à-dire que quand vous prenez un patient en charge à l'hôpital privé, l'hôpital touche une partie et le médecin libéral qui intervient dans la clinique, une autre partie. Et donc, finalement, tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup d'activités. Là où, dans l'hôpital public, la rémunération individuelle de chaque praticien n'est pas liée à l'activité. Donc, il y a un alignement managérial, en tout cas pour les médecins, qui se fait par l'argent, par le chiffre d'affaires. Les différences managériales, et ça, c'est déjà très important dans le management des médecins. Donc, quand vous arrivez à vous aligner sur la croissance du chiffre d'affaires, vous avez beaucoup moins de tension médicale dans les hôpitaux privés que dans les hôpitaux publics. Où là, dans les hôpitaux publics, il y a un désalignement des intérêts. Il peut y avoir un désalignement des intérêts entre l'enjeu de faire de l'activité pour faire de la recette, pour faire des dépenses derrière qui permettent d'enclencher, et une situation individuelle où on est sûr, quel que soit le niveau de son activité, de toucher le même salaire. Le deuxième point managérial qui m'a toujours frappé quand j'ai fait du public et du privé, c'est que alors, je vais dire ça et je suis preneur et j'accepte toutes les critiques sur cette observation dont je ne sais pas si elle est complètement fondée, mais que j'assume. Le management public est plus violent, il est plus direct, il est plus violent, il est plus direct verbalement parce que les managers publics ont le sentiment que quand ils font des observations managériales, comme il y a la garantie de l'emploi, finalement, ça n'est pas grave. Là où, dans le management privé, tous les sujets de tension managériale étant très vite judiciarisés, sont traités sous un angle beaucoup moins direct, beaucoup moins frontal au sens positif du terme, beaucoup moins dans une interaction directe. Donc ça a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Du côté public, ça permet d'avoir encore, je trouve, des discours managériaux directs sans se dire que chaque entretien va devenir un entretien pré-conflictuel. En revanche, ça autorise parfois une liberté de ton qui est sans doute un peu trop violente. A contrario, dans le management privé, comme on a l'impression ou le sentiment que tout va donner lieu derrière à judiciarisation,
a recours oui, à du contentieux. Il y a un phrasé, comment dire, une action managériale qui est beaucoup moins directe, beaucoup moins transparente, beaucoup moins honnête. Qui a un avantage, c'est qu'elle est moins brutale. Elle a un inconvénient, elle peut être parfois dans le mode managérial un peu plus insidieux. Et donc finalement, c'est ce mélange des deux c'est d'arriver dans le mode managérial à verbaliser simplement ce qui va et ce qui ne va pas pour pouvoir faire avancer les choses, mais sans que ce soit immédiatement la porte à quelque chose de grave. Et c'est en ça que le coaching, que tous les dispositifs d'accompagnement managériaux sont importants, parce que par ces biais de côté, par ces apports de côté, finalement, on fait passer des messages. Quand on propose à son collaborateur un accompagnement managérial dans lequel on lui parle de sa façon d'exercer le reporting. Je dis n'importe quoi, je prends un truc au pif. Finalement, on lui envoie un message. Et ce message, on lui envoie de façon bienveillante, surtout si on est en situation professionnelle où les choses se passent bien. Et donc, c'est pour ça que je crois beaucoup à tous ces moments répétés, pas forcément des formations longues, des temps de coaching qui durent des plombes, mais à ces moments répétés, réguliers, qui peuvent être ponctuels, dans lesquels on passe des informations, où on envoie des petites incitations à questionner des pratiques managériales. Alors justement là-dessus, hein, il y a une question de Muriel Chailloux, hein, qui est intervenue lors de notre dernier webinaire sur le sujet donc de la qualité. Il dit pourtant ce n'est pas quand les managers sont mis à mal qu'il faut… alors elle dit, voilà, est-ce que ce ne serait pas justement quand les managers sont mis à mal ou en difficulté qu'il faut les aider en les accompagnement par un accompagnement de coaching? Donc, c'est dans… Si, bien sûr, mais moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je pense que c'est bien quand on est dans ces situations-là, bien sûr que ça peut être une solution de sortie. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est justement quand toutes ces actions d'accompagnement interviennent en situation de non-tension qu'elles sont le plus profitables. Parce que quand ça intervient en situation de tension, il y a déjà tout un travail de désamorçage de la tension et pour faire redescendre le degré de conflictualité ou de mal-être personnel qui nécessite un certain temps. Alors que quand on est dans un temps apaisé, on peut tout de suite rentrer dans la conversation qui est de dire l'objet du coaching, c'est comment est-ce que je délègue plus? Comment est-ce que j'associe plus? Comment est-ce que je gère le dilettantisme, je dis n'importe quoi, ou comment est-ce que je gère l'hyper-implication? Et sans doute que je suis intimement persuadé de ça pour l'avoir expérimenté plein de fois. Quand on le fait en temps apaisé, tout ça se déroule comme une lettre à la poste. Tout ça passe comme une lettre à la poste. Et souvent, ça a un effet papillon, c'est que ça décline sur d'autres thématiques. Et donc, du coup, moi, mon conseil managérial, mon conseil de direction, alors ça répond à une question, c'est d'intégrer dans son budget de formation de sanctuariser une part là-dessus. Et j'ai arbitré un paquet de plans de formation hospitaliers, pour répondre à Fouad Marar. J'ai arbitré un paquet de plans de formation hospitaliers. Le travers des plans de formation hospitaliers, c'est qu'on les a hyper individualisés. On répond oui à toute demande individuelle. Je caricature, hein, mais et du coup, on individualise. Et on a des milliers d'actions de formation, des milliers à titre individuel, qui parfois n'ont pas de grande cohérence. Moi, je suis pour des grands axes de formation clairement identifiés. Et aujourd'hui, dans tous les plans de formation que moi, je suis amené à arbitrer ou à bâtir ou à travailler avec les équipes, moi, je milite pour un axe managérial clairement affirmé. Et là où, donc je ne dis pas ça pour Chakari, mais là où l'idée, mais un peu quand même, mais là où l'idée de faire des micro-coaching, des micro-travaux, des choses virtualisées qui forcément vont être moins coûteuses que du présentiel ou des choses comme ça, c'est en ça que ça peut être intéressant, parce que ça permet de démultiplier les actions. De ne pas être uniquement sur des grandes coachings qui vont coûter 10 000, 15 000, 20 000 euros, qui peuvent être là pour le coup plus difficiles à dupliquer. Mais sur des temps plus limités, moins coûteux par ailleurs en organisation, en ressources humaines, moi je pense que là,
tous les hôpitaux sont en situation, à leur mesure, de se dégager une enveloppe, à condition de le sanctuariser, de l'acter comme une priorité. Merci en tout cas, on va s'approcher de la fin. C'est un témoignage très très riche et je comprends qu'il y a un mouvement de fond qui s'opère dans les établissements de santé qui a affecté aussi le domaine de l'entreprise, hein, qui est la transformation du manager traditionnel, un peu style 20e siècle, qui était le sachant, le manager assez hiérarchique, qui est très descendant, vers un profil de manager plus manager coach, qui est au service de ses équipes, qui est là pour les accompagner, les écouter, développer leur potentiel. Et c'est une vraie transformation, c'est un vrai sujet. Alors, du coup, moi, j'ai quand même une question sur comment arriver à libérer ce temps aussi. Alors, une des réponses, hein, vous l'avez dit aussi, c'est dans un temps plus court, plus flexible, et c'est aussi pour ça, en tout cas, qu'on développe une technologie avec des approches très, très agiles hein, chez Carré, et c'est ce qui est apprécié aussi par nombre de nos utilisateurs. Donc, comment on développe ce temps et on arrive à l'intégrer dans l'organisation du quotidien? Est-ce que ça doit être à la discrétion de chaque chef de service, chaque cadre de santé de s'organiser comme ils le veulent, ou est-ce qu'il faut plutôt le structurer? Comment vous Moi, je voyez pense que, alors, l'intérêt de la crise Covid, c'est l'ampleur de la dématérialisation et de l'accélération du distanciel. Je pense que le distanciel répond pour partie à votre question, à votre observation, Martin, c'est-à-dire ça simplifie les organisations, à condition, parce que le distanciel a plein d'intérêts. Moi, je trouve que ça a un intérêt sur la qualité de l'écoute. Je trouve que finalement, on est beaucoup plus attentif en distanciel. Ça a un inconvénient, c'est sur la capacité d'interaction. Mais finalement, quand on est dans de l'individuel à deux, je ne suis pas sûr que ça peine beaucoup la capacité à interagir. Donc, je pense que ça peut être un élément important. Et le deuxième, c'est des formats courts. C'est des formats courts. Moi, je suis combien de intimement temps? persuadé que les formats courts, je ne sais pas dire ça, il faudrait en discuter avec des professionnels, mais le format court, c'est 1 heure. Mais là encore, je ne suis pas, je suis pas un spécialiste là-dessus, mais oui, un format court d'1 heure, d'une heure et demie, ou d'1 heure qui se répète plusieurs fois, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être plus facilement intégré dans les dispositifs et venir également s'insérer dans l'organisation des plannings, dans l'organisation du fonctionnement hospitalier. D'accord. Ok, pour conclure, s'il y avait un message que vous aimeriez partager avec la communauté, à la fois des professionnels de santé, mais aussi des directeurs d'établissement, sur le prendre soin des professionnels de santé, quel serait-il? C'est d'en faire un. C'est à la fois d'en faire. Alors, c'est une question à la fois simple et c'est d'abord de ne pas sombrer dans la gadgetisation à tout va. Moi, je ne veux pas être méchant sur les Chief Happiness Officers, mais bon, voilà. Oui, je pense qu'à la fin, il faut quand même un petit peu revenir à des fondamentaux. Donc, c'est pas céder à la gadgetisation, c'est accepter une bonne fois pour toutes l'idée que le monde hospitalier est un monde extrêmement dur et que, comme c'est un monde extrêmement dur, cette question d'atténuer cette dureté interne ne peut pas être laissée à la seule initiative individuelle. Qu'il faut accepter cette idée et la donner et la partager avec les pouvoirs publics, avec la collectivité publique, c'est que les équipes hospitalières font des métiers particulièrement difficiles et qu'ils ont besoin d'être accompagnés sur cette pratique, sur leur pratique. Et que du coup, les obliger d'une certaine façon aussi à intégrer ça dans leur pratique, c'est leur faire du bien. C'est les obliger à prendre soin d'eux, c'est aussi accepter quels sont leurs points de difficulté et de faiblesse collective. Et je pense que si on est tous au clair là-dessus, après, il est plus facile pour les dirigeants hospitaliers de rentrer de façon permanente dans ce dispositif d'accompagnement des professionnels. Peut-être de façon plus intéressante que des lieux pour faire la sieste, dont je ne dis pas qu'ils ne sont pas intéressants, hein, que des lieux pour faire la sieste ou des fauteuils massants, ce genre de choses qui certes procurent un intérêt,
mais qui ne sont peut-être pas la réponse vraie à la tension inhérente au métier hospitalier au pluriel. Et Muriel qui dit aussi, elle pense qu'il faut également l'intégrer dans les Ah formations oui, initiales. Et ça, vous l'avez mentionné. on l'a évoqué tout à l'heure, absolument. On est tout à fait d'accord et, euh, et c'est visiblement un manque. Absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les évolutions des formations hospitalières, il y a de plus en plus il y a dans la réforme des études hospitalières, il y a une part plus importante qui va être accordée à toutes ces questions-là. De la même façon qu'il y a eu ces dernières années une part plus importante sur la parole patient, eh bien, il va sur la parole qu'on donne au patient et sur la façon dont on écoute le patient. Il y a sans doute un temps nécessaire sur la façon dont on manage un collectif. On est, voilà, on est vraiment au cœur du sujet juste un élément que je voudrais apporter pour conclure, c'est le principe de la symétrie des attentions. En fait, c'est un principe qui revient très en vogue aujourd'hui, qui en fait date des années 70, qui est né dans le monde de l'hôtellerie. C'est de se dire que si on prend soin des collaborateurs, naturellement, les personnes en bout de chaîne, donc les clients dans le monde de l'hôtellerie et dans l'hôpital, ce seront les patients, eh bien, sentiront aussi cela. Et donc, c'est quelque chose de absolument, je pense, d'essentiel et stratégique de se dire que quand on investit sur la qualité des relations, sur le développement des compétences humaines, relationnelles, managériales, à tous les niveaux et particulièrement au niveau de l'encadrement, naturellement, les équipes gagneront en sérénité, en qualité de fonctionnement et les patients aussi pourront vivre des expériences de soins encore plus qualitatives. Donc, c'est une grande conviction. Stéphane, je tiens à vous remercier beaucoup pour Et la je vous en prie. témoignage. C'était très riche. Encore une fois, donc Stéphane Pardou, donc directeur général adjoint de l'Institut Gustave Roussy. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci beaucoup à nos Merci de votre attention. participantes pour vos questions. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.